Je vais demander à notre camarade avocat de bien vouloir s'avancer. Arthur de Constanzi, avocat associé d'un cabinet qui s'appelle Carlini Associés, qui est composé d'une trentaine de personnes, dont 20 avocats, et qui œuvre depuis à peu près 60 ans aux côtés des professionnels libéraux, des établissements de santé, d'abord en contentieux, dans la défense des intérêts, et plus récemment en conseil sur toutes les questions de structuration de nos activités. On a à peu près 200 maisons de santé, CPTS, on assiste des services d'accès aux soins, des ESS, des ESP, donc on connaît bien tout l'écosystème et on essaie de vous apporter des conseils personnalisés. Dans ce cadre-là, on est aussi conseil de la FCPTS, donc de la FFCSNP. Et je vais vous faire un rapide éclairage sur une proposition de loi qui a été portée par le député que vous verrez juste après Yannick Neuder, et aussi par les députés Juvin et Bazin. Malgré le chamboule-tout politique qui a eu lieu ces derniers mois, ils ont été tous trois réélus, donc ce qui assurera sûrement une continuité dans ces travaux-là. C'est une proposition de loi qu'on va voir est intéressante. C'est un début, c'est une première pierre à l'édifice, on dira, mais elle mérite d'être quand même largement approfondie. Et je pense que les débats qui ont eu lieu juste avant sur notamment la question du périmètre, de l'articulation avec l'existant, et voire même plus, moi je pense, des inflexions locales, parce que les besoins et les possibilités dans tous les territoires ne sont pas les mêmes, sont vraiment des enjeux importants. J'ai mon petit aide mémoire, je suis vraiment désolé parce que j'ai appris hier soir mon intervention entre deux verres de Saint-Joseph vers minuit et demi. Donc j'ai pris la liberté de prendre quelques notes. Donc cette proposition de loi, elle fixe déjà, elle a un préambule qui délimite vraiment les enjeux. Ils sont assez clairement perçus et on les entend depuis ce matin. C'est un problème d'engorgement des services d'urgence, d'engorgement par de l'activité dont on a quand même entendu, dont il y en a plus de 85 à 90% qui en fait ne relèvent pas de ces services-là. Il y en a même qui ne relèveraient d'ailleurs potentiellement même pas du spectre des CSNP, mais qui relèveraient vraiment de la médecine de ville et du suivi patient médecin traitant. Mais elle pose quand même ces enjeux-là. Elle pose l'enjeu aussi du coût de ces prises en charge et du surcoût de ces prises en charge en établissement. Elle néglige, à mon avis, des difficultés qui sont celles liées notamment aux typologies des cotations et des conventions actuelles et au fait que, notamment pour inclure des infirmiers dans les structures, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très compliqué parce qu'on n'a pas de cotations, on a des cotations qui sont très limitées en la matière et donc on a une vraie difficulté à intéresser les infirmiers à ces mécanismes-là. Le projet de santé comprend 5 articles. Le premier, il pose une définition qui est très sommaire autour de l'accès aux soins non programmés, en nous disant tout simplement que le médecin généraliste va pouvoir assurer l'ensemble des soins, comme c'est écrit, tant que l'état du patient dans le pronostic vital n'est pas engagé. Donc avec ça, faites-en ce que vous voulez. Une fois qu'on a cette définition, elle est très large. Elle ne nous dit pas si c'est assuré par les centres de soins non programmés, si c'est assuré par la médecine de ville. Elle nous dit le médecin généraliste peut prendre en charge toute pathologie tant que le pronostic vital n'est pas engagé. L'article 2, lui, vient définir ce qui est appelé... alors, ce n'est pas des CSNP, c'est assez décevant. Ils sont partis sur une notion qui est, je crois, c'est les centres d'urgence de proximité, si je ne dis pas d'erreur. Et ces centres d'urgence de proximité, ils sont définis au travers l'activité et le support matériel, logistique et d'activités qui vont être ceux des centres de soins non programmés et donc de ces centres d'urgence de proximité. Ça reprend très faiblement et très peu de critères de la charte, mais ça reprend uniquement en fait dans cette définition des CSNP appelés centres d'urgence de proximité, la nécessité, l'obligation d'avoir un plateau technique de radiologie, un support de biologie médicale. C'est vraiment le minima qui est fixé par le texte. Je pense que c'est aussi parce qu'un projet de loi n'a pas vocation à tout définir, à tout détailler. On a vu, on peut faire une analogie avec les maisons de santé. Les maisons de santé, si vous prenez le cadre législatif, la définition est vraiment à minima. Et c'est ensuite des décrets qui sont venus compléter, offrir notamment un cahier des charges qui fixe les obligations socle. Donc je pense que la charte aura plus lieu d'être dans un règlement complémentaire et notamment dans un décret pour vraiment dire ce que doit être un centre de soins non programmé, ce que ne doit pas être un centre de soins non programmé. On a un vrai, je viens aussi du 13, donc on a un écosystème dans le 13 qui est florissant, on dira, épidémique, on pourrait dire aussi, avec des centres qui ont une diversité qui revêtent vraiment des aspects très différents. On a des centres d'ailleurs qui s'appellent centres à horaires élargis, qui sont en fait des cabinets de médecine de ville où il y a une prise en charge du tout venant, et ensuite on a des centres à haute valeur ajoutée, comme le disait le docteur Adno, où on a vraiment cette prise en charge technique.
Il y a vraiment un enjeu au travers de cette charte pour vous et dans le débat que vous allez avoir avec les institutionnels et pour faire fleurir ce modèle, de vous différencier et de montrer comment dans l'écosystème on arrive à inclure ces centres de soins non programmés. On l'a bien vu, il y a des tiraillements côté FHP parce qu'il y a une crainte d'aspiration d'une partie de l'activité et des professionnels qui exercent. Bon, on pourrait se questionner aussi sur qu'est-ce qui fait dans la gestion des ressources humaines dans ces établissements qui fait qu'il y a parfois des départs, mais c'est moins le sujet que de mettre la faute sur les centres de soins non programmés. Et du côté de la médecine de ville, on a une crainte qui est légitime, qui est de dire on a quand même un certain nombre de ces centres qui aujourd'hui en fait, n'apportent pas de valeur ajoutée et sont vraiment là pour ne pas assurer juste de la médecine traitante quotidienne et du suivi chronique, mais pour se contenter de faire du suivi de cette sorte-là. Donc il y a un vrai enjeu pour vous de ça, il y a un vrai enjeu de cette définition et il y a un vrai enjeu à chaque échelon local d'avoir des possibilités d'inflexion. On le voit, nous dans le 13, l'écosystème n'est pas du tout le même que et d'ailleurs à des échelons encore plus réduits, mais les capacités d'accueil des services d'urgence, les capacités de prise en charge par la médecine de ville, la fonctionnalité du SAS, le fait qu'on ait des personnes qui participent à la permanence des soins, l'ensemble de ces éléments doivent être pris en charge, pris en compte pour définir votre modèle et pour arriver à vous caler dans l'écosystème au niveau local. Le texte, une fois qu'il a fait ses définitions, il prévoit aussi un mécanisme dérogatoire. Je pense que les infirmiers ont été très attentifs, dérogatoire au conventionnement sélectif et à l'impossibilité pour les infirmiers de s'installer dans certaines zones. Donc il y a une dérogation qui est prévue. Je vous le dis très clairement, hein, ça m'étonnerait fortement que ce type d'inflexion arrive, mais en tout cas c'était porté dans le texte. Sur le plan juridique, ce qu'on peut reprocher au texte, c'est qu'en fait, le texte, il nous donne aucun élément juridique. Le texte ne fixe pas quelle structure juridique pourrait porter les centres de soins non programmés. Nous, on a des petites idées. La CISA est déjà un véhicule juridique qui existe, ça marche pour les MSP, ça pourrait tout à fait faire l'objet d'un conventionnement par un autre type de convention. Le but, c'est pas comme disait Dr Arnaud, le but, c'est pas d'aller ponctionner ce qui est l'existant et qui n'est pas votre activité. Le but, c'est d'arriver à un conventionnement qui soit propre à vos activités, mais la CISA pourrait être un véhicule support. Et sinon, il y a d'autres choses, mais qui seront plus sur le long terme, c'est des CELARL d'exercice pluriprofessionnel où on pourrait regrouper. Aujourd'hui, la CELARL doit être monoprofessionnelle pour avoir des CELARL de médecins, des CELARL d'infirmiers, mais vous ne pouvez pas avoir des CELARL mixtes. Donc l'enjeu, ça serait peut-être d'aller vers ce type de structure à terme, mais qui ne sont pas d'actualité. L'enjeu enfin pour vous, c'est d'essayer d'aller vers des revalorisations, des cotations, à mon avis, à minima infirmier, et d'aller vers de la recherche de forfait structure, parce que c'est des centres qui ont des coûts de fonctionnement qui sont bien plus élevés qu'un cabinet de médecine de ville classique, parce que pour avoir ce plateau technique, ça engendre des coûts importants. Donc il y a un vrai enjeu. Voilà sur ce que je pouvais dire. Et enfin, il y a quand même quelque chose qui est manquant. Et dans les discours que j'ai entendus, je pense que ça serait important que ça figure dans ce que vous portez peut-être plus clairement. Alors, Lamine Garbi définit la financiarisation par l'intervention des fonds de pension. Moi, je pense que la financiarisation, c'est beaucoup plus global que ça. C'est quand on regarde le système des centres de santé en France, et des centres de santé dentaires et ophtalmo notamment, c'est un mécanisme de financiarisation qui n'a pas eu besoin des fonds de pension et qui a été largement décrié, qui a été décrié par la Cour des comptes. Et on a tout un mécanisme de contrôle qui est venu naître, notamment par un contrôle des ARS très poussé. Donc je pense qu'il faudrait quand même s'inspirer de l'existant et sur le contrôle qu'il y a eu sur les centres de santé pour éviter ce type de dérive, et notamment avec des sociétés de gestion qui sont créées par des professionnels et qui vont avoir tendance à quadriller le territoire avec leur centre. Et enfin, pour finir sur un point positif, je pense que ce projet de loi, il a quand même un premier truc intéressant, c'est que la graine, elle est semée. Le débat public s'ouvre autour de ces questions, donc c'est quelque chose de... J'en ai pour une minute. C'est quelque chose de très important. Vous avez des députés qui sont à votre écoute, il faut les pousser dans leur retranchement pour qu'ils portent votre message au plus haut. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est juste une chronologie, encore une fois, pour faire une analogie avec les maisons de santé. Les maisons de santé, la première expérimentation sur les nouveaux modes de rémunération, c'est 2007. La structure juridique qui est venue encadrer la maison de santé, c'est 2011. La pérennisation des financements des maisons de santé, c'est 2017. Donc il y a eu 10 ans avant qu'on arrive à un cadre légal sécure et avec un financement. Donc vous êtes sur la bonne voie, mais le chemin est encore long.